Salut les amis, vous le savez, je suis un grand fan d'Omega et encore plus de la fameuse Speedmaster. Alors vous me direz, j'aime toutes les montres, mais ce que j'aime surtout, c'est les histoires que vous avez à raconter. Dans le cas présent, c'est une Speed vraiment très originale à bien des égards. Alors moi, je vous dis tout de suite, restez avec nous pour prendre un bon café avec Julien qui va nous raconter son Omega Speedmaster Cappuccino. Vous avez bien entendu? Cappuccino. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Julien, ça va? Salut Xavier, bien, et toi? Ouais. Ouais. Dans ton café, tu mets du sucre ou pas alors? Ah bah écoute, non, j'en mets pas de sucre, mais c'est vrai que je suis un passionné de café. C'est vrai? Ouais. Ben, on en parlera tout à l'heure parce que les amis, vous le savez, c'est la saison 2 de Petite Montre entre amis et il y a une nouvelle rubrique où peut-être que Julien nous parlera de café ou d'autres choses. Alors ce cappuccino là, c'est un latte ou une cappuccino que tu nous montres? Ah bah c'est une cappuccino aujourd'hui, donc c'est l'Omega donc en 38 mm Speedmaster dite cappuccino. Voilà. Tu nous la montres là? Ouais, je te la montre de suite. 38 mm les Je amis. défais le bracelet. Vous avez compris qu'il y avait une problématique de taille dont on va parler avec… Exactement. Alors la problématique de taille, tu vas peut-être la voir avec le bracelet qui est un bracelet que j'ai fait faire et qui est à ma taille de poignet qui est un peu petit. Donc, un poignet de poulet avec un cappuccino. Écoute, je dois dire qu'elle est extrêmement originale. On va en parler bien évidemment tout au long de cette émission, mais tu sais que tu dois être très très créatif. Quel est l'adjectif qui résume le mieux ce cappuccino? Bah, si tu veux que je sois créatif, je vais l'être. J'hésitais entre deux adjectifs parce que c'est une montre que je trouve vraiment très raffinée et pour moi elle évoque vraiment le cappuccino et le côté caféiné, donc je vais te dire qu'elle est raffinée. Raffiné, énorme, c'est pas mal ça. Écoute, moi j'ai cru qu'à un moment tu faisais une longue phrase pour essayer de dire que tu avais choisi élégante. Tu vois? Non, bon, j'y ai pensé. C'est vrai que je la trouve aussi élégante, mais plus qu'élégante, je la trouve vraiment raffinée et on pourrait presque dire délicieuse avec cette référence au cappuccino. Ouais. Quand tu m'as écrit, vous savez les amis, c'est simple, hein, pour participer, il faut écrire sur l'adresse mail de la chaîne contact@dailyshoes.fr ou remplir un petit formulaire sur www.dailyshoes.fr. Quand tu m'as écrit avec tes différentes montres, etc., puis qu'on s'est dit tiens, ce serait sympa de faire celle-ci, je suis allé regarder et puis je me suis dit bon bah tiens c'est original, puis alors là en la voyant pour de vrai c'est vraiment très très original quoi. Qu'est-ce qui explique que c'est super hein, une montre originale comme ça? Je sens la masse oscillante là, hein, c'est une automatique. Pourquoi tu l'as acheté, à quelle occasion, etc. Raconte-nous tout. Alors en fait, j'étais dans l'optique d'acheter une nouvelle montre pour fêter un événement professionnel. Je fête en fait les 20 ans dans l'entreprise dans laquelle je suis. Et à cette occasion, je voulais marquer le coup et me faire plaisir en achetant une montre. Et j'avais deux possibilités qui me trottaient dans la tête. La première, c'était d'acheter une montre en or. Oui. Et l'autre possibilité, c'était d'acheter un chronographe. Voilà. Donc je me suis mis en quête, j'ai fait ma petite étude de marché. Je confirme pour le poignet de poulet. Voilà, c'est un peu délicat pour toi de le fermer. Alors les montres en or, en fait, j'ai vite compris que dans le budget, je m'étais donné 5 000 € pour tout te dire, en budget maximum. Ouais. Et montre en or à 5 000 € dans le neuf aujourd'hui, eh ben, il n'y a pas grand chose en fait. Et surtout, quand en plus tu réduis ta recherche à des diamètres un peu plus petits que la moyenne. Quand tu dis il n'y a pas grand chose, il n'y a rien. Ouais, il y a quasiment rien. D'accord. Okay. Je crois que la première, la moins chère, ça devait être à plus de 5 000, c'était une Longines qui ne me plaisait pas en termes de look, qui était trop grand. Voilà. Ok.
Donc tu l'as pris en partie en or et 100% chrono. Et ben en fait, j'ai fini par basculer, donc à switcher sur une recherche d'un chronographe. Ouais. Et là, donc, il y avait un panel quand même plus large. Et j'ai essayé différents modèles. Et quand je suis arrivé chez Omega, j'ai découvert en fait que la Speedmaster que je connaissais au travers de la fameuse Moonwatch, en fait faisait une gamme en 38 mm, donc qui a été lancée a priori en 2017. Et je suis tombé sur ce modèle-ci, donc qui combinait quelque part un peu mes deux quêtes, qui répondait à mes deux quêtes, d'avoir une montre en or et un chronographe. Donc avec cette lunette qui est en or 18 carats, qui est un or rose Sedna, c'est un or en fait qui a été développé par le groupe Swatch, qui a un alliage. Comment il l'appelle? L'or Sedna, Sedna, ça a été breveté par le groupe Swatch, donc c'est un alliage d'or évidemment à 75% puisque c'est du 18 carats, de cuivre et de palladium, qui se prévaut d'avoir une très bonne tenue dans le temps en ce qui concerne sa couleur. Il ne va pas ternir dans le temps et il a a priori aussi une très bonne tenue mécanique. Voilà. C'est un peu, je dirais, le pendant du Rolls-Or qui a été patenté par Rolex. Bien sûr. Mais oui, parce que si tu dis uniquement or rose, c'est comme, tu as acheté ton stock d'or, tu n'as pas fait grand-chose. Là, il y a de l'innovation, les amis. Exactement. Voilà, il faut lui donner un nom. C'est vrai. Et donc, c'est vrai qu'elle répondait du coup aux deux exigences d'être chrono et en or. Et donc, je suis allé dans les magasins Omega chez les AD parisiens, qui pour le coup, aucun n'avait ce modèle-ci en stock. En fait, ils l'avaient tous, mais avec la lunette sertie de diamant. Qui pour le coup, pour moi, c'était rédhibitoire. C'était vraiment trop m'as-tu vu et ça donne un côté trop féminin à la montre. Donc je l'ai essayé par acquis de conscience pour voir aussi le calibre de la montre. La montre, je l'ai trouvée très très belle, mais le côté diamant ne me plaisait pas du tout. Quand tu disais calibre, pour qu'il n'y ait pas de méprise, tu parlais de la taille. Là. Oui, pardon, du diamètre. Du 38. Tout à fait, Donc le diamètre, je le trouvais vraiment super, la montre très très belle et tout, mais le côté diamant ne me plaisait pas. Alors ils m'ont dit qu'ils pouvaient la commander. C'était pas le même budget. En plus c'était clairement plus du tout le même budget. Mais bon, j'ai même pas regardé le prix, je t'avouerai, mais oui, ça doit être au moins 2 ou 3 000 euros de plus avec les diamants. Tu avais déjà une Omega avant? Non, je n'avais pas d'Omega. Ok. Et donc ça aurait pu ne pas être une Omega, puisque tout à fait, hors chrono, tu aurais pu arriver. La même journée, j'ai été essayer. En fait, j'avais fait une shortlist. La même journée, j'ai essayé une IWC Portofino en chrono, qui était très jolie, mais un petit peu trop grande, puisque là, j'étais en quête aussi d'un diamètre un peu plus réduit. Elle était en 39,7 là à Portofino. C'est ce que j'allais te dire. Un chrono en 38, ça court pas les rues. Exactement. Neuve. Tu aurais pu aller sur du vintage, là tu avais du choix. Donc tu voulais une montre neuve? Non, et cette montre, je ne l'ai pas achetée neuve au final. Parce que c'est la médaille du travail, les amis, c'est ça qu'il faut voir quand même. 20 ans dans la même entreprise, c'est la médaille du travail. Et donc nos amis AD d'Omega qui m'ont dit qu'ils allaient commander donc cette montre et me prévenir lorsqu'ils l'auraient. Évidemment, le temps qu'ils la fassent venir, moi j'ai fait mes petites recherches. Et tu l'as trouvé? Voilà, et je l'ai trouvé sur Chrono 24. Ouais. En France? Aux Pays-Bas, chez un vendeur donc, qui avait vraiment beaucoup de bonnes notes, qui avait effectué beaucoup de ventes. Donc c'était assez sécurisant, un vendeur professionnel. Et c'est entamé une petite négo avec lui. Et dans la négo, j'ai quand même compris qu'il avait une marge de négo. Et donc j'ai tapé assez bas et je suis très content du tarif auquel j'ai fini par le prendre. Alors, roulement de tambour, tu avais un budget de 5 000. Ça veut dire que neuve, elle était dans le budget? Non. Non, ok. Donc elle est à combien neuve? Neuve, elle est à 6 100 €. Ok. Et tu l'as acheté à combien? Je l'ai acheté à 3 500 €. Oh là les amis, tous ceux qui veulent acheter des montres et qui ne savent pas comment négocier, j'ai pas mal de messages justement à ce sujet-là, comment on fait, comment on s'y prend, etc. etc. Et ben, je vais renvoyer les messages à Julien qui va vous expliquer. Bah oui, c'est une bonne négo que tu as fait. Elle
elle était super récente, elle était sortie du stock rapidement. En fait, j'ai tout, hein. C'est un full set avec la boîte, les papiers, elle a 6 mois. Voilà. Ouais, c'est quasiment une neuve de stock. Quasiment, ouais. Alors ça c'est terrible, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez les amis, mais vous voyez la différence entre un modèle, certes qui porte le nom d'un modèle emblématique, mais qui n'est pas le modèle emblématique. Ça a beau venir de chez Omega, dès que ça sort du neuf, ça décote absolument de façon… Alors je pense que j'ai quand même fait une belle affaire. Aujourd'hui il y en a 2, elles sont plutôt à 4005. Oui, non, mais bien sûr. Mais ça, clairement il y a une belle décote. Mais on n'est pas dans l'univers, et vous le voyez souvent sur la chaîne, hein. Après, je veux dire, c'est comme ça, c'est le marché, on n'est pas dans l'univers de la demande qui est 10 fois supérieure à l'offre sur des montres Rolex professionnelles, avec des listes d'attente, avec un marché gris au double du prix, etc. Là, on est dans un univers complètement Et je dois différent. dire aussi, pour quand même leur rendre quelque part hommage, les AD m'ont rappelé 2 semaines après et ils avaient reçu la montre en stock. Hein. Donc ils étaient prêts à me la vendre. C'est pas une fausse liste d'attente où on non, mais bien sûr. Ben, je veux dire, je ne suis pas étonné. Je serais étonné qu'il y ait de l'attente sur ce type de produit qui est pas mainstream. Tu vois, c'est quelque chose de très très distinctif. Toi, tu cherchais ce que tu voulais. Donc il y a probablement peu de demandes. Je peux me tromper, vous me dites si je délire les amis, mais quand quelqu'un veut acheter une Omega Speedmaster, c'est globalement le ratio de production de ce modèle par rapport à la speed, on va dire, descendante de la Moonwatch, hein, la 105-012, c'est un ratio de 1 à 50 ou de 1 à 100 en termes de production. Tu disais les AD, ça veut dire que tu es allé en voir plusieurs. Deux. Mais est-ce que l'un est en face de chez Bucherer à Paris? Parce que là, pour le coup, c'est une boutique Omega, c'est pas un AD. Non. Donc, tu es clairement allé voir des distributeurs. Ok. Non, mais tu connais la chanson. Ça, c'est ça. C'est ta combienième montre? C'est ta première montre? Non. Non, j'en ai quelques-unes. Non, mais tu as quelques-unes. Donc, les amis, l'AD, il marge. Les marges sont intéressantes. Quand quelqu'un vient chercher un modèle qui est peu demandé, c'est l'intérêt de l'AD de négocier, d'accepter une négo assez significative, puisque il y a moins de demandes que d'offres. Hein. C'est à peu près ça la mécanique. Quel est le petit détail parce qu'elle a plein de choses qui ressemblent, qui font que c'est une Speedmaster, et puis il y a quelques trucs quand même qui font que c'est quand même pas tout à fait une Speedmaster dans le côté historique. C'est quoi le petit détail que tu préfères là-dessus? Ce que j'aime beaucoup, c'est la combinaison des couleurs cappuccino. Je trouve que le terme cappuccino vraiment la caractérise parfaitement bien. En plus, comme je t'ai dit, c'est vrai que j'aime beaucoup le café. Et pour le coup, quand je la regarde, je vois vraiment cappuccino avec le fond crème, les cadrans ovales couleur café au lait et l'échelle tachymétrique couleur chocolat. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Cappuccino, c'est un surnom que les aficionados de la marque lui ont donné, ou ça vient d'où? A priori, ça vient d'Omega. Hein, c'est vrai? Tu vas sur le site d'Omega, donc il te parle vraiment du fond cappuccino. C'est marrant parce que c'est typiquement quelque chose qui pourrait venir d'une communauté de fans de la marque. D'ailleurs, les amis, en parlant de surnoms, hein, il y a un sondage sur l'onglet communauté de la chaîne où je vous ai demandé, d'après vous, quel devrait être le surnom de la nouvelle Submariner cadran noir, lunettes bleues. Et je ne sais pas si tu y as répondu, donc je vais te poser la question. Est-ce que vous préférez Avatar? Est-ce que vous préférez Stitch, le personnage de Disney, Lilo et Stitch, qui est bleu? Mystique, la super vilaine de Marvel? Blue, l'oiseau de Rio? Et le cinquième, je ne me souviens plus, c'est Avatar qui est en tête à quasiment 45%, et on va bientôt dépasser les 1000 votes. Mystique, t'aimes bien aussi? C'est pas mal. En tout cas, si c'est Avatar, les amis, à jamais, hein, la Rolex Submariner Avatar, c'est un surnom qui provient des abonnés de la chaîne Daily Shoes. Un truc qui est… quand on n'a peut-être pas forcément l'habitude, mais moi j'ai une Speed, hein, tu l'as entre les mains, très un belle, truc qui te prend tout de suite, qui fait que on a presque l'impression qu'elle est ovale, cette montre, c'est que comme les sous-cadrans
sont ovales. Ouais. Ça, on se dit, elle est presque ovale, et ce qui lui donne un charme habillé totalement différent. C'est vrai. C'est vraiment ça, moi, c'est le petit détail que j'aime bien. Ouais. Il y a la date, c'est quand même pas, un truc fréquent sur une Speed, ça. Il y a la date avec un réglage rapide qui se fait par un poinçon sur le côté du boîtier, et c'est vraiment très pratique. Le réglage rapide. Ils lui ont donné un nom au réglage rapide? Je ne crois pas. Non. Bon, on ne sait jamais, ils sont quand même… Bon, sinon, tu as quand même les marqueurs un peu de la Speedmaster avec l'hippocampe à l'arrière. Bien sûr, l'hippocampe. Qui est d'ailleurs l'hippocampe, qui est plutôt le logo de la Seamaster, historiquement, puisque la Speedmaster, quand elle est sortie, les amis, c'est un peu écrit partout ça. La Speedmaster, en fait, était la version chronographe de la Seamaster, qui fait qu'il y a l'hippocampe au dos également des Speedmaster. Bon, tu sais que je suis un grand fan de bracelets, etc. Je vois, bon, c'est pas la boucle d'origine, et c'est un bracelet qui vient de l'atelier du bracelet parisien. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait qu'il est où le bracelet d'origine? Alors le bracelet d'origine, je dirais un petit peu je l'ai là. Il a une petite pochette. Ouais. Il a une petite pochette. J'ai une petite pochette dans laquelle j'ai mis le bracelet d'origine. Pour le coup, je ne suis pas super fan du bracelet d'origine. Ouais. Tu parles de la couleur? Alors en particulier la couleur et la surpiqûre blanche, c'est, je dirais, le petit défaut de la montre au-delà du bracelet, c'est l'entrecorne qui n'est que de 18 mm. Et le fait d'avoir mis cette surpiqûre blanche donne un côté encore plus étroit au bracelet. Et donc un côté un peu efféminé. Donc voilà, pour lui donner un petit peu plus de virilité à la montre, j'ai pris un bracelet donc de l'atelier du bracelet parisien avec une surpiqûre ton sur ton, qui donne du coup plus de largeur et d'épaisseur au bracelet. Double noir. Mais ma question pour toi, pourquoi tu leur as pas fait faire justement un bracelet et où tu reprenais la boucle déployante d'origine? Ouais, j'aurais pu, mais en fait là pour tout te dire, c'était plus, je voulais faire un test de couleur et je l'ai commandé comme ça. D'accord. Tu l'as commandé en ligne ou en allant sur place? Non, je l'ai commandé en ligne et je l'ai récupéré sur place. Mais pour tout te dire, en fait j'en ai pris un pas très cher de l'atelier du bracelet parisien et mon idée c'est de le faire dans un matériau plus noble, dans la même couleur, peut-être en Vobarenia ou voilà. Oui. Bah, de toute façon, quand tu es allé sur place, tu t'es rendu compte que tu as quand même beaucoup d'idées à prendre. C'est clair, et ça change tout. Je vous invite les amis, si vous faites appel à eux, tiens, je te rends le bracelet, à aller sur place. Évidemment, il faut être à Paris. Puisque le choix des peaux, des cuirs, des couleurs, des textures est absolument astronomique, c'est très sympa. D'autres font des bracelets qui sont sympas, mais c'est quand même eux les pionniers, en tout cas à Paris, dans le domaine. En tout cas, c'est très réussi. C'est vrai que par rapport au bracelet d'origine, là, tu as un bracelet qui fait plus cappuccino. Je pense que dans l'autre, il y a du rouge un peu qui fait qu'il tire un petit côté un peu presque rose pâle. C'est ça. Bon, après, tu as du veau, tu as du croco, chacun voit midi à sa porte. Est-ce qu'il y a un petit truc, le détail, on en a parlé, est-ce qu'il y a un petit truc à l'usage, tu l'as depuis combien de temps? Ça fait 6 mois maintenant. 6 mois, ouais. À l'usage, bon, non pas que tu regrettes, bien évidemment, parce que c'est un beau cadeau, tu t'en souviendras toute ta vie, c'est pour tes 20 ans dans ton entreprise. Est-ce qu'il y a un petit truc où tu te dis, tiens, ils auraient pu mieux faire, ou un détail que tu trouves moins réussi, pas qui te perturbe, mais qui pourrait être mieux? C'est le bracelet, pour moi, c'est le bracelet, juste je te dis l'entrecorne. Si l'entrecorne avait fait 19, ça aurait été… voilà. Ouais. Mais bon, tu sais, l'entrecorne 19, je veux dire, le choix des bracelets en stock, si tu ne fais pas faire du sur-mesure, il est vachement réduit. Tu vois, c'est 18, 20, 22, grand classique. Ok, le bracelet. Je ne suis pas très étonné, les amis, ce n'est pas leur métier aux horlogers, même si il y a quand même des beaux fabricants de bracelets qui fabriquent pour les marques. Mais je pense quand même pour des produits à ce prix-là, ils pourraient faire un effort sur les bracelets. Mais bon, honnêtement, moi de mon côté, vous le savez les amis, j'en fais un petit peu à titre personnel. Donc c'est pour ça que je suis plus à acheter des montres avec des bracelets acier, parce que derrière, je sais que je vais pouvoir faire plaisir, les customiser, les trafiquer et les faire
etc., etc. Et ben voilà une montre très originale les amis, mais quand on est original comme ça, il faut essayer de savoir d'où on vient. C'est parti pour la séquence souvenir. Alors Julien, comment on en arrive à une Omega Speedmaster Cappuccino là? T'as démarré comment là? Tu t'en souviens un peu? Ouais, je m'en souviens et pour voilà, tout te dire, j'ai amené. Il a tout amené. Hein. Voilà, j'ai tout amené. Mes premiers souvenirs horlogers avec moi et donc ma première montre que j'ai toujours. Je suis assez soigneux, hein, je garde les objets, j'essaye de les garder en bon état. Et ça, c'est la montre que j'ai eue pour mes. Alors, je ne sais plus si c'était 6 ans ou 7 ans. Ouais. Et c'est une montre déjà mécanique, à remontage manuel, que m'avait offert mon grand-père. Wow. Donc, quand j'ai appris à lire l'heure, j'ai eu cette montre. Donc, tu as appris à lire l'heure avec? Appris à lire l'heure avec, ouais, et elle marche toujours. Donc, c'est une quoi? C'est une 30 mm ça? Ah, c'est un tout petit diamètre, oui, ça doit être 30 mm. Ah ouais, elle marche. Ouais. Elle marche. Ah bah, et je me souviens, donc c'est vrai que j'adorais écouter ce bruit qu'elle fait, tu l'écoutes, qui est vraiment sympathique, quoi. Bah oui, on entend bien. On entend bien avec une trotteuse très, on va dire, symptomatique de la fin des années 70, début des années 80 là. Exactement, elle vient de cette époque. Ah ouais, qu'on a sur des, tu vois, j'ai une Hypnotic Ski avec ce genre de choses. Je me trompe pas, Julien, on a des chiffres Breguet. Hein. Ouais, ça ressemble sur le peu style, à une aéronavale. Italique, arrondi, c'est vraiment tout petit. Mais d'un autre côté, tu avais 8 ans, hein, donc si tu as un poignet de poulet maintenant, c'était un bébé poulet. Un poignet de poussin. Voilà, donc c'est vraiment très sympa avec une petite gravure au dos. Exactement. Mes yeux me trahissent, je ne sais pas trop ce que. Waterproof, bah oui, c'est déjà bien. Et on voit un scaphandrier qui descend. Et elle a été régulièrement dans l'eau. C'est vrai qu'elle est en bon état, hein, dis donc. Hein. Ouais. Super. Donc ça, c'était ma montre que j'ai eue quand j'avais 6-7 ans. Après 10-12 ans, la Swatch. Ah bah oui, la Swatch en partie squelette et bracelet cuir. Ouais. Voilà. Alors c'est pas le bracelet d'origine, il était en plastique et il a fini par craquer avec le temps. Bien sûr. Donc celle-là, t'as pas changé la pile ou elle marche plus? Il n'y a pas de pile là, mais si elle marche, il faut juste remettre une pile. Format Swatch classique. Ok. Voilà. Et après, il y en a d'autres. Il y a eu le chrono. Aux 18 ans, c'est la montre que m'ont offert mes parents quand j'ai eu 18 ans. Alors c'est une montre, parce que bon, ils avaient un budget sûrement limité. Ouais. C'est une montre à quartz, mais avec un chronographe. Ouais, spontanément, là, quand tu l'as présentée, je me suis dit, tiens, ça a l'air d'être une Sector. Et en fait c'est Rodania. Rodania, je sais pas trop. Donc ça, c'est à quartz aussi. Ouais. Et c'est vrai que j'étais toujours intéressé par les montres. Mon père avait une Yema Flygraph qui me faisait rêver. C'était une montre que je trouvais assez impressionnante avec ce mécanisme automatique là qu'on entendait tourner. Tu as un mécanisme automatique que tu entends. Hein. Exactement, ça me rappelle vraiment ça. Ouais. Et tu as vu en quelques années, tu es passé d'un 28 à 28. C'est vrai qu'on voit l'évolution de la taille 32 et là tu as. Voilà, à 18 ans, j'avais à peu près le même poignet. Eh ben, tu le sais pas, mais je vais te le dire prochainement. Alors ce sera prochainement ou c'est déjà passé, je peux pas le savoir. J'enregistre un dual time avec la Yema Yatigraph réédition que tu pourras regarder avec grand intérêt. C'est cool. En fait, tu as toutes tes montres, quoi. Hein. Ouais. Il n'y a pas un pet ni rien. Hein, c'est vraiment sympa. Je salue Frédéric, hein, avec qui j'ai enregistré un épisode de Street Watch sur une Rolex S610 de début des années 90. Il est tout aussi soigneux dans le sens où il aime ses montres, etc. Mais c'est vraiment un baroudeur. Hein, donc elles ont des pets absolument partout. C'est pas le cas d'Étienne. Hein, tu vois, voilà. Si tu regardes sur celle-ci, le verre est cassé. Je me souviens de la chute en vélo qui allait. C'est bon. Tu vois, Frédéric, avec on a fait plusieurs épisodes avec lui. Il a aussi une Rolex Explorer 2 et lui, il a réussi à mettre un pet sur son verre saphir sur un rocher en allant ramasser des oursins en Corse dans des conditions pas forcément réglementaires. Mais bon, on dira rien sur le sujet.
Quand on regarde celle-là, quand même, elle est un peu cappuccinesque, hein, cette, un petit peu, cette Swatch. Hein, quelque Swatch. chose. Est-ce qu'il y en a une de ces trois qui t'a un peu orienté lorsque tu t'es acheté ta première, entre guillemets, montre mécanique plus onéreuse ou qu'on peut qualifier de belle montre, même si ça veut tout et rien dire? De ces trois-là, je dirais que c'est la première en fait, parce que c'est vrai que ce que je retenais, c'était ce bruit de montre mécanique et le fait de remonter la montre te crée un lien, une certaine attachement à la montre en fait. Bien sûr, mais pour le coup, tu as pris une montre avec un cadre noir? Alors non, ma première belle montre, c'est une Jaeger-LeCoultre avec un fond argent guilloché. Un cadran. Un cadran. Et quoi comme Jaeger-LeCoultre? C'est une Reverso grande automatique. D'accord, bon, j'ai l'impression que Julien va revenir nous voir dans un autre épisode sur la chaîne, je ne sais pas lequel. Écoute, c'est vraiment sympa, tu es le premier qui vient avec toutes ces montres de son plus jeune âge, c'est vraiment très très sympa. Tu as tes 3 tranches de vie et tes souvenirs qui vont avec. Merci. L'école primaire, le collège et le lycée. Et la fin du lycée. Voilà, écoutez. Et tout ça sans G-Shock, sans Casio à calculatrice, je veux dire que du mécanique. Non, que des montres analogiques, on va dire. Voilà. C'est beau. Les amis, c'est bien tout ça. Il a le sourire et tout ça, mais on va passer aux choses sérieuses. On va passer au quiz. C'est parti. Alors. Là, j'ai mes petites anti-sèches parce que avant, c'était déjà difficile de se souvenir de 2 questions, mais vous le savez, il y en a 3. Hein, je t'ai prévenu, puisque beaucoup d'entre vous me disaient qu'il y avait des matchs nuls, alors qu'en fait, il faut aboutir à une décision tranchée et un résultat clair et net. Donc, j'ai 3 questions pour toi. Tu es prêt? Allez, allons-y. Alors, la célèbre Moonwatch fait 42 mm de diamètre. Mais quel est le diamètre de la Omega Speedmaster Reduced, qui est sortie en 1988? Réponse A, 36 mm. Réponse B, 39 mm. Réponse C, 40 mm. Poum, 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 poum. 36, non, je dirais par élimination, je dirais 39 mm. Par élimination, 39? Ouais. T'es sûr? Non. Bonne réponse de Julien qui s'en sort par élimination. 36, oui, réussir à faire une speed avec 3 cadrans en 36, c'est pas facile. 40, tu croyais pas? 40, trop proche du 42? Ouais, c'est ça, ouais, trop proche du 42, ouais. Eh bien écoute, c'est effectivement 39 mm, c'est un gros succès commercial sorti en 88 et qui avait comme caractéristique, c'est pas très éloigné de ton modèle, c'est que c'était également un mouvement à remontage automatique. D'accord. C'est pas mal, hein? Tu démarres bien 1-0. Au moins l'honneur est sauf. Oui, c'est pas mal. Alors attention, deuxième question. L'Omega Speedmaster Skywalker X33 est un modèle dont les fonctionnalités dédiées aux astronautes en mission a été inventé par un célèbre astronaute français. Lequel? Réponse A, Jean-François Clairvoy. Réponse B, Claudie Aigneret, première femme française à être allée dans l'espace. Réponse C, Thomas Pesquet. Je dirais plutôt Jean-François Clairvoy. Là, tu sors ça à Shifumi ou... Parce que Thomas Pesquet, ça fait pas très longtemps qu'il a été dans l'espace. Claudie Aigneret, pourquoi pas, mais j'ai pas souvenir d'avoir lu qu'il y a eu un attachement particulier aux montres. Et Jean-François Clairvoy, je me dis peut-être justement dans l'historique, je pense que c'est le plus ancien des trois à être allé dans l'espace. Donc j'opterais plutôt pour Jean-François Clairvoy. Bonne réponse, belle déduction. Ouais, c'est tout à fait le cas. Jean-François Clairvoy, 3 fois dans l'espace dans les années 90 avec la navette spatiale. Je le salue, Jean-François. Les amis, n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas déjà vu, la série Watch Out,
qui raconte l'histoire de l'Omega Speedmaster au travers de l'achat et la revente d'une montre pour un collectionneur, mais c'est aussi l'histoire de la conquête spatiale et beaucoup de poésie sur le rapport de notre société au temps. Watch out sur la chaîne YouTube, et Jean-François m'a fait le plaisir de participer à cette série. On s'est absolument régalé. Il est ambassadeur Omega et il a 1000 choses à raconter sur la conquête spatiale et l'apport d'une montre en mission. Donc une impulsion pour ralentir et être capturé par la Lune pour faire le tour, puis une autre impulsion pour retourner vers la Terre. Et ils ont utilisé leur Speedmaster pour allumer et éteindre le moteur au moment très précis. Pendant 14 secondes. Écoute, là c'est vraiment beau parce que tu mènes de 0, donc ce qui veut dire que tu ne peux plus perdre. Voilà, donc là il y avait l'honneur, etc. Non mais là, tu peux faire le coup du chapeau. Allez. Donc une victoire 3-0 les amis. C'est pas tous les jours. Voilà. Alors attention parce que là j'ai densifié le truc. Okay. Quelle est la référence du calibre équipant l'Omega Speedmaster depuis son lancement en 1957 jusqu'à la fin des années 70? Jusqu'à la fin des années 60, excusez-moi. Réponse A, le calibre 321. Réponse B, le calibre 421. Réponse C, le calibre Beta 21. Ah, vous avez vu, toujours le body language, Julien fait la grimace. Alors, il se sent en difficulté. Je me suis un peu renseigné quand même sur l'historique Speedmaster. Ou alors il fait semblant d'acheter la mienne. Ouais. Des 3 références que tu viens de me donner là, la seule qui me parle c'est 321. 321, 421, Beta 21. Écoute, je dirais 321. Parce que les deux autres. 421, ça te dit rien? Ça me parle pas, mais maintenant je me. C'est un jeu de dés qui s'appelle aussi Zanzibar. Ouais, bon, voilà. Éventuellement. Beta 21. Non, Beta 21, c'est le nom du calibre à quartz lancé par le consortium horloger où tu avais Rolex, Omega, Patek Philippe, Longines, Favre-Lebas, etc., etc. Et oui, donc si c'est autre chose, pas le Beta 21 et le 421, c'est le 321. Bravo! Il commençait à transpirer à la première question et au final, c'est une belle victoire. Écoute, je m'y attendais pas. Bravo pour ces belles réponses. Effectivement, le 421, c'était pour la boutade. Le 321, il a équipé des speeds jusqu'au milieu de l'année 67-68 de mémoire. Et typiquement avec celle que j'ai ici au poignet, qui est une 145-022, elle a le calibre 861, qui est le calibre qui a suivi le 321, qui d'ailleurs a été créé au début des années 40, tu vois, et qui a été beaucoup utilisé, les amis, chez Omega, mais aussi chez Tissot, puisque n'oublions pas, Tissot, marque exceptionnelle, une histoire aussi magnifique que celle d'Omega, qui a fusionné avec Omega en 1930 et qui, au moment de la crise du quartz et puis de la réorganisation du secteur horloger, a été repositionné plutôt dans l'entrée de gamme. Voilà, là où Omega est sur le haut de gamme. Ça aurait pu être l'inverse. J'exagère un peu, mais en tout cas, je compte sur vous, les amis. Une seule Tissot est passée sur la chaîne et ça ne suffit pas. J'aimerais en avoir d'autres, puisque vous le savez, j'aime quand on parle un petit peu de tout. On pourra se revoir aussi par la Tissot. Voilà, les amis. Tonnerre d'applaudissements pour Julien qui vient de gagner 3-0. C'est absolument magnifique. Je devrais avoir un cadeau pour toi, mais je n'en ai pas. Je vais essayer de résoudre ça prochainement, les amis. Alors, nouveauté, on ne passe pas tout de suite à ta prochaine montre, mais il y a une nouvelle séquence qui s'appelle Rétro-Version. Tu vois, on a une discussion de passionnés, on parle de montres, mais moi, il y a les fleurs, il y a le jardinage, il y a la maroquinerie, il y a les voitures anciennes qui m'intéressent. Et Julien, lui, il a un autre truc en plus des montres ou pas? Ouais, j'ai d'autres passions et en particulier ce qu'on appelle le workwear, donc le workwear américain. Wow, le workwear, les mecs, on apprend un truc. C'est quoi? C'est les vêtements, les habits qui sont à l'origine dédiés aux travaux un peu difficiles et qui sont rentrés dans les garde-robes, je dirais, de tout un chacun.
et qui se prévalent d'être faits en général dans des matériaux assez résistants qui vont durer dans le temps et prendre une belle patine avec le temps. Donc c'est au-delà du côté un peu hipster, puisque c'est un peu les hipsters qu'on a mis sur le devant de la scène, le workwear. T'as pas la barbe? Eh ben non, voilà, j'ai pas la barbe, mais j'ai les vêtements du hipster. Ah, je savais pas du tout ça. Mais tu peux nous donner 2-3 exemples? Moi, ce que j'ai en tête spontanément, c'est les chaussures coquées, par exemple. Alors non, là, par exemple, pour les chaussures, moi, j'ai une passion pour les boots américaines, donc qui s'inscrivent un peu dans cette démarche workwear. Donc il y a des marques très connus comme Red Wing, Chippewa, Wolverine, Alden. Alden, c'est des workwear. Alors ils ont fait des mocassins. Alors il n'y a pas que du mocassin à gland, c'est vrai que c'est le modèle qu'on connaît beaucoup en France, mais tu as des modèles comme la Indy, que je porte aujourd'hui, qui sont portés par Indiana Jones, donc c'est pour ça qu'on l'appelle Indy, et qui sont donc des... Les mecs, il y a des trucs aussi magiques dans les pompes que dans les montres. Je ne sais pas si tu as vu récemment, récemment par rapport à la date d'enregistrement, un streetwear avec Maxence, qui est un collectionneur de sneakers. Ah oui, je l'ai vu, qui a plus de 200. Voilà. Alors pour le coup, oui, je ne peux pas rivaliser parce que... Quoi, t'as pas 200 workwear comme Indiana Jones? Non, j'ai pas 200 paires de chaussures. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'elles ont work? Elles sont montantes? Elles sont montantes et puis surtout, elles sont faites quand même dans des ateliers où pratiquement tout est fait à la main avec des matériaux bien choisis. Et ce sont des chaussures qui vont t'accompagner toute ta vie. Si tu en prends soin et que tu les entretiens régulièrement, c'est des chaussures qui vont certes coûter 2-3 fois plus cher qu'une paire de chaussures standard, mais que tu vas pouvoir garder sur 20 ans, 30 ans facilement. Rappelle-moi ton âge? 43 ans. 43, ta plus ancienne paire de chaussures, elle date de quand? J'ai une paire de bottes qui doit avoir 20 ans, une paire de bottes américaines. Mais bottes de quoi? Une paire de bottes Red Wing qui a 20 ans. Red Wing, c'est la marque? Ouais. Mais c'est des bottes pour quoi faire? Des bottes pour aller à la chasse, à la pêche? Non, plutôt typé motard, on va dire. Typé motard? Elles s'appellent des engineer boots. C'est des bottes à la base pour les... Donc engineer, c'est plutôt technicien aux États-Unis. Et c'est le technicien de terrain qui travaillait sur les routes, etc. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est les pompes. Et un autre exemple, je sais pas, dans les vêtements? Les jeans, typiquement. Les beaux jeans de manufacture soit américaine, soit japonaise, puisqu'aujourd'hui... je dirais les plus rigoureux sur la fabrication des jeans sont les Japonais, ce ne sont plus les Américains mais les Japonais qui travaillent à l'ancienne avec les machines Union américaines qu'ils ont maintenues en état, qui ne marchent plus aux US mais qui sont toujours maintenues au Japon. Ouais. Et les teintures à l'indigo pur dont ils ont le secret depuis très longtemps. Indigo pur qu'ils utilisaient aussi pour par exemple les estampes, dans différents types d'art, dans les céramiques, etc. Et donc ils font du jean de très très belle qualité. Et là le jean que tu as, c'est un jean japonais? C'est un jean en toile japonaise qui est très épais aussi. Tu peux voir l'épaisseur de mon jean comparé à... Ah oui, non, là on est effectivement dans un pantalon qui est clairement qui te protège. Ah clairement. Après moi je fais du 2 roues et c'est vrai que c'est appréciable. Oui, mais si on le replace dans le workwear. Tout à fait, tu parles. Clairement. Pour nous donner un petit peu une idée, je suis sûr qu'il y a des spécialistes qui connaissent aussi, qui prendront contact avec toi. Combien ça coûte un jean workwear d'une marque japonaise? Il faut compter 200 € à peu près. 200 Suisses plutôt, 300 €. 300 Après, €. En fonction de l'épaisseur, le prix varie. Ouais, aussi. mais avec les taxes d'importation compris? Oui. Ok. Ouais. Ok. Et c'est juste pour terminer, faire un peu le parallèle avec les montres. C'est un univers d'objets neufs exclusivement, ou alors il y a un sujet de vintage? Tu peux aussi trouver, il y a beaucoup de ventes en vintage et de recherche de belles patines. Il y a des collectionneurs qui vont acheter même des vieilles paires de boots américaines bien patinées, qui ne sont pas plus forcément métables en l'état. Enfin, c'est l'idée, ce sont des vêtements ou des chaussures qui vont durer, qui vont prendre une belle patine dans le temps. Bien sûr. Il y a une tendance dans la maroquinerie, notamment pour les ceintures ou les bracelets montres, d'aller récupérer le cuir sur des vieilles besaces ou des vieux blousons américains. Je ne sais pas si c'est un nom.
Si c'est un nom, les gars, vous me le direz. Moi, je crois que tu vas avoir un énorme boulot dans les commentaires, Julien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être très intéressés par ce que tu racontes et qui vont te demander les bons plans que tu connais pour pouvoir un peu creuser le domaine. Pas de souci. On passe à la dernière partie, les amis, parce que une montre en appelle une autre. Hein, il y a toujours la suite de la suivante. Est-ce que tu as un projet pour une prochaine montre ou en tout cas une réflexion sur le sujet? Oui, on a toujours une nouvelle montre en tête et moi j'aimerais un petit peu continuer dans la démarche là d'avoir un diamètre plus réduit. Donc là tu vois je suis sur du 38 mm et j'aimerais acheter une montre un peu plus classique et plus simple dans un diamètre peut-être de 34 mm. Voilà. Donc la taille est ton driver. Ouais. T'as déjà parce que là 34 il y a quand même des superbes, je pense à Datejust Day-Date, Air King chez Rolex là en 34. Je regarde dans cette direction effectivement. Il y a vraiment des choses qui sont intéressantes et puis après 34 mm c'était un peu un standard hein, pour beaucoup de modèles de montres dans les années 60. Air King historiquement elle était en 34 mm. Bien sûr. Ouais. Or encore Non, pas forcément. Pour l'or, ça y est, j'ai coché la case avec cette montre, donc non, je pourrais revenir sur de l'acier a priori. Ouais, budget Budget, je sais pas encore. Je sais pas encore. Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'en fait, c'est très early stage? En fait, tu n'étais pas vraiment pour l'instant en chasse, mais après, je peux craquer. Voilà, je peux craquer si j'ai vraiment un coup de cœur sur une montre particulière avec un détail. Qui fait écho à quelque chose pour moi, je peux craquer. Ouais. Alors tu vois, l'autre jour j'animais, les amis, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le voir en différé, le live où Cédric et Stéphane, deux invités qui sont venus dans Petite Montre entre amis, commentaient les nouveautés Rolex. Et tu vois, et moi je donnais à la fin mon avis à partir de photos, etc. Je la trouve pas mal, moi, la nouvelle Submariner qui est sortie, mais j'ai pas de raison, tu vois, d'achat. Et j'ai l'impression que c'est un peu dans cette logique-là que tu es, c'est-à-dire que forcément, une montre en appelle une autre, mais en tout cas moi, à titre personnel, faut qu'il y ait une raison d'en acheter une. On peut toujours craquer, passer devant, etc. Mais là, typiquement, j'ai eu moi cette Speedmaster pour mes 50 ans il y a quelques mois. Voilà, est-ce que j'ai de l'énergie là? Bon, j'en ai acheté 2-3 pendant le confinement, mais des petites choses plus dans une logique de pure collection de design que je vous ai présenté, là, les deux Zodiac et puis une Omega aussi. Mais faut qu'il y ait une raison pour faire un achat quand même, quoi. Donc est-ce que tu es plutôt comme tu le disais, tu peux céder à une opportunité, mais tu es plutôt un acheteur raisonné, et tu avais l'air d'être très raisonné sur ta Speed Cappuccino, ou tu es plutôt l'acheteur compulsif, et là j'en pense à Julien, qui est venu avec sa Royal Oak, sa Sea Dweller, et qui a déjà revendu, il l'a déjà revendu, la Royal Oak. Il est passé à autre chose, mais on n'a pas encore enregistré la suite. La Royal Oak en 36, c'est ça. Il était plus, tu vois, était dans l'optique de repasser sur un 39. Et vous êtes deux opposés, j'ai l'impression, là-dessus, quoi. Donc tu me confirmes ça? Quand même assez réfléchi, quoi. Bon. Ok, et c'est cool. Les amis, on va remercier Julien. Quelle victoire 3-0, absolument magnifique. Si vous voulez en savoir plus sur les workwear, là, vous mettez un commentaire ou alors vous me demandez les coordonnées de Julien et je vous ferai un go-between en off, on va dire. Si vous voulez participer, vous connaissez la chanson, un email sur contact@dailyshoes.fr ou un formulaire sur www.dailyshoes.fr. Vous m'écrivez, vous me parlez de la référence de votre montre, ce que vous voulez. Ce dont vous voulez parler, bien évidemment, votre histoire. Vous l'avez bien vu, je peux faire des émissions avec la même montre. Et si l'histoire est différente, l'émission n'a absolument rien à voir. Vous l'avez vu avec Guillaume qui est venu nous parler de sa 16610 qui était déjà passée sur la chaîne et qui est un fan de chaussures en cuir, gros collectionneur. Je te remercie Guillaume. Allez, salut les amis, à bientôt.